I want to talk to somebody in charge. You are not fooling anybody when you say that what happened was a natural disaster. C'est brouiller ce système de transmission, mais c'est surtout recevoir ces gens. En recevant une délégation de l'opposition libyenne, Nicolas Sarkozy parle de bombardements ciblés sur la Libye. Because what's really happening told the president that I thought there was a good argument for American involvement and leadership. By the way you look, I can see you have no experience in... Donc, ma question est qu'est-ce qu'il faut faire? Participation or even knowledge of your existence. We mustn't let this be another Bosnia, another Rwanda. Faire quelque chose de juste, ça compte dans la détermination. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Le meilleur rempart contre l'extrémisme, c'est la coalition nationale syrienne. On voyait sur les images ce qui s'est passé cette semaine. Полковник поздравляет солдат и передает слово, как сам выражается, брату Абу Джандалу. Благодарим Аллаха за эту победу, бойцов из всех бригад, среди которых герои исламского государства. Военная авиабаза Минах завоевана. ИГИЛ здесь, чтобы остаться. Клянусь Аллахом, алавиты, мы идем резать вас. Ces témoignages sont absolument bouleversants. J'ai dit à mes interlocuteurs que quand on entend ça, et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire, M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. I don't want to get any messages saying that we are holding our position. We're not holding anything. Let the Hun do that. We are advancing constantly, and we're not interested in holding on to anything except the enemy. We're going to hold on to him by the nose, and we're going to kick him in the ass. We're going to kick the hell out of him all the time, and we're going to go through him. C'est dommage que il y a d'excellentes citations de BHL à propos des démocrates consistants, je reprends son propre terme, libyens qui nous avaient présentés à l'époque, hein, oui. Exactement comme ceux dont il parlait. Il y a une belle constance théorique de BHL. Absolument. En Libye. Absolument. Il faut peut-être rappeler aussi quand même que la Libye était le pays, parce que beaucoup de gens l'ignorent, était jusque-là, jusqu'à notre magnifique intervention démocratique, le pays d'Afrique qui avait le plus haut niveau de vie, d'éducation et de qualité de vie démocratique. Oui, la Libye embauchait, offrait de l'emploi à 4 ou 5 millions d'immigrés, puisqu'elle était suffisamment riche et les immigrés en provenance des autres pays pauvres et travaillaient chez les Libyens. C'était le cas de l'Irak également. L'Irak employait 1 million d'Égyptiens à l'époque où ils n'étaient pas sous embargo. Et donc, tous ces pays-là. Et ils ont réédité le même scénario avec la Syrie. La Syrie également, qui avait pratiquement la même histoire que celle de l'Irak dans sa démarche laïcisante, moderne, la population scolarisée, niveau de santé assez élevé. La preuve est ce que beaucoup de médecins syriens aujourd'hui font marcher des hôpitaux en Europe, pas seulement en France, essentiellement en France, mais en Grande-Bretagne, dans le banlieue de Londres, un médecin sur 7, c'est un Irakien. En France, toute cette classe est bien formée. Les pays, ils l'ont perdu. En Syrie également, ils n'ont pas trouvé mieux
parmi la formation politique ou la population syrienne que les frères musulmans pour en faire leurs alliés, leurs futurs alliés, pour évincer le régime actuel et donner le pouvoir aux frères musulmans. Et lorsque le dit printemps arabe a démarré, où tout le monde applaudissait, on a eu des débats et des discussions ici, où souvent, en partant de mes connaissances de ces sociétés, souvent, dès le départ, j'ai dit, ça ne va pas marcher. C'est impossible de marcher en Libye. La Libye, c'est un pays de tradition tribale extrêmement solide. Allez leur proposer un modèle soi-disant démocratique et puis leur parachuter des personnes venant de l'extérieur, c'est impossible. Actuellement, les tribus libyens, ils sont pratiquement autonomes. Ils n'acceptent pas l'État qu'on leur propose. Et ils ont réinstauré le tribalisme également en Irak. En Syrie, la même chose que la Syrie elle s'était débarrassée de tribalisme ancestral au Moyen-Orient. Et ils font appel aux chefs de tribus pour former des fédérations tribales, éventuellement, parce que lorsqu'on mit en place leurs représentants, ils ont compté et ils ont formé, encouragé la formation des organisations d'Al-Qaïda, comme Jabhat al-Nusra, Al-Qaïda, Daesh, tout ça, qui ont été également qualifiés de combattants pour la liberté et que beaucoup de leaders européens... Maintenant, c'est les opposants modérés et démocrates. Oui, les islamistes modérés, ils les ont qualifiés. Comment on peut qualifier Al-Qaïda d'islamistes modérés? Ou alors, il faut le raconter à d'autres, pas à nous. Alors, ils les ont qualifiés des islamistes modérés et ils ont voulu avec eux organiser également la chute de Damas. L'intervention russe, il est venu comme une réponse au vide, au chaos créé par l'attitude des États-Unis et de ses alliés, les pays de l'OTAN, qui ne cessent pas de dire on va virer Bachar, mais en même temps, ils laissent la situation se détériorer parce que ni l'armée libre syrienne... Excuse-moi, je vais te laisser reprendre ça, mais je te rappelle qu'on avait prévu, ce qui était d'ailleurs à l'origine de notre soirée, d'évoquer le premier phénomène d'export ou de réimport après notre exportation du chaos, qui était les migrants. C'était quand on a conçu il y a un mois de ça la soirée. Peut-être que tu pourrais en dire un mot. Oui, bien sûr, bien sûr. Et en Syrie, ils ont également fait la même chose. Là, il y a des données nouvelles, la Russie intervient, ils sont obligés de se précipiter pour former leur coalition. Est-ce que ça sera une coalition sincère ou non, ou est-ce qu'ils vont s'installer dans le chaos parce que ce qu'ils avaient prévu, c'est le chaos pour la région, parce qu'ils pensent que dans le chaos, ils pourront détruire, c'est la destruction, après de rebâtir quelque chose qui correspond à leur scénario. Alors, qu'est-ce qu'il sort de ce chaos? Bien sûr, c'est les conséquences du chaos. D'abord, c'est le terrorisme, les organisations mafieuses les plus dures que nous avons connues depuis un siècle, où on n'a jamais connu aussi une sauvagerie aussi sanguinaire, et que ces organisations, elles s'appuient sur un moyen de financement. Ils ont la structure de financement de Daesh, par exemple. Il y a un quart de ses revenus qui viennent de vente de pétrole sur le marché noir. Et le pétrole irakien et syrien accaparé par Daesh, il est vendu en Europe. Via la Turquie.
en grande partie via la Turquie. Il y a la Turquie, il ne faut pas oublier que l'un des canaux de revente du pétrole dans les zones occupées par Daesh en Syrie, l'un des canaux en Turquie, c'est géré par un des fils de Erdogan. Ouais. Donc, il y a, et ça leur rapporte l'équivalent d'un demi-milliard, 1 milliard par an de pétrole. Et 12e source de revenus pour Daesh, c'est la vente de drogue. Et le drogue, ça lui rapporte à peu près 1 milliard par an, parce que le drogue, semble-t-il, qu'il n'y a pas de verset qui prohibe l'usage de drogue, l'alcool oui, mais pas la drogue. Donc ils alimentent l'Europe et les autres pays, et puis leurs membres également. Et le troisième élément de budget de Daesh, c'est le trafic d'êtres humains, et entre autres l'immigration. Il ne faut pas croire que tous les immigrés ils sont envoyés par Daesh, mais en partie, les chefs de guerre de Daesh en Turquie contrôlent le circuit d'acheminement des immigrés clandestins. Et puis enfin, Daesh, elle vit également de spoliation de la population locale, et où il se trouve à la tête d'une fortune qui peut lui assurer une survie pour de longues années. Si il n'y a pas une volonté ferme de mettre fin à cette nuisance, Daesh, elle continue à se développer, et dans ce cas-là, les pays qui ont créé Daesh, aujourd'hui, ne savent pas quoi faire. Peut-être ils en tirent profit de ce chaos, mais quelle solution? Qu'est-ce qu'ils feront demain? Ils sont incapables. Toutes les puissances sur place, ils sont incapables de présenter un projet cohérent pour sortir ces pays, pour rebâtir l'Irak, pour rebâtir la Syrie, pour mettre fin au terrorisme. Donc, la vague des nuisances provoquées par le chaos introduit dans cette région, ces ramifications arrivent jusqu'à ici, et ils vont arriver, ils vont continuer, ils ont conduit l'Europe d'ores et déjà. Ils ont les premiers réfugiés, les vagues de réfugiés, ils sont venus depuis janvier de cette année. Et depuis janvier, ça commence déjà à modifier la situation en Europe. La population de la Suisse a voté qu'elle voulait fermer ses frontières, et elle a voté pour la tendance droite qui est anti-immigré. L'Autriche, c'est la même chose. Des pays comme le Suède, le Danemark, c'est le courant de droite qui vont bénéficier de cette vague de venus, des vagues de population candidats à l'immigration qui viennent du Moyen-Orient. Et jusqu'à aujourd'hui, on estime le nombre des demandeurs d'asile ou d'immigrés à 1 million. Et on doit... Il ne faut pas oublier ceux qui viennent aussi d'Afrique subsaharienne, via la Libye, justement. Bien sûr. Et les organisations internationales chargées des exilés ou des immigrés pensent, enfin, en tout cas, l'Allemagne, l'Europe doit accueillir dans les 3 millions, d'ici l'année prochaine ou l'année d'après, 3 millions, et doit arriver. Il y a un stock de candidats potentiels de 15 millions entre la Syrie et l'Irak, et il y a ceux qui viennent de plus loin, du côté de la Libye, où la Libye, elle contenir un petit peu cette population, c'est encore, le nombre est peut-être beaucoup plus important pour des raisons
économique. Et puis Boko Haram est donc la version locale du et la version de Daesh dans la région de Daesh ou de Mokhtar Ben Mokhtar, le roi de Marlborough, qui assure la vente de vente des cigarettes clandestines sur tout le continent africain. C'est un représentant d'Al-Qaïda qui a organisé l'attaque dans l'hôtel. Donc, le chaos, elle est partie dans une zone qui était l'Afghanistan et puis l'Irak. Aujourd'hui, arrive ici. Il y a quelques réfugiés m'ont raconté qui sont arrivés. Elle me dit depuis que Mme Merkel a les bras au Pakistan, qui est un pays potentiel pour des candidats potentiels. Elle dit chez nous, au Pakistan, les Pakistanais ils sont en train de vendre leurs vaches, leurs bicyclettes, tout ce qu'ils possèdent pour se mettre sur la liste. Donc c'est une source inépuisable, des millions de personnes et vont s'acheminer. Et tout le discours qu'on a développé depuis 30 ou 40 ans au moins en France sur la nécessité de développer les pays en Afrique. On a fait tellement de discours sur le co-développement comme moyen d'empêcher que ces pays, que la population de ces pays-là vient en Europe et puis appauvrit les pays, puisque c'est leur force vitale qui partent de là-bas. Ça les empêche de reconstruire. Tout ça on l'a mis à côté et on ouvre la possibilité maintenant, effectivement, de les inciter à venir. Ce qui est quand même un petit peu à remarquer, à prendre en compte, c'est que ceux qui sont présentés comme avocats pour dire oui, il faut les laisser venir, il faut qu'on puisse les accueillir, c'est la directrice du Fonds mondial, Christine Lagarde. Christine Lagarde. Du FMI. Fonds monétaire. C'est l'ancien ministre de l'économie et des finances français qui est en Europe. DSK Non. Moscovici. Moscovici. C'est les économistes de ce staff-là qui essayent de nous culpabiliser en disant mais comment il faut accueillir cette population. Alors, je veux bien, peut-être l'Europe a intérêt de faire venir des main-d'œuvre, puisque les organisations chargées de l'évaluation des besoins en démographie estiment que l'Europe a besoin de 30 millions émigrés dans les quelques décennies à venir. Mais alors, est-il prête? Elle s'est préparée? Elle sait comment elle va les accueillir? Dans quelles conditions? Voilà, pour les premiers mois, ce que nous avons constaté, c'est que Daesh était plus intelligente qu'eux. Elle a pu glisser avec les demandeurs d'asile, ses soldats, à ce qu'ils sont-ils en mesure de faire face à cela? C'est ça, le transport, l'export-transport de chaos qui va toucher l'Europe. Et personnellement, Dominique le sait, il y a 10 ans, moi, j'ai déjà tellement parlé pour dire le chaos, ça ne va pas se limiter à l'Irak, ni au Moyen-Orient. Le chaos touchera l'Europe, et l'Europe, elle est déjà touchée par cette politique aveugle et imbécile. L'arrière-plan, du point de vue
des Russes qui sont très directement impliqués, notamment aujourd'hui, je suppose que vous êtes au courant de ce qui s'est passé dans la journée, mais aussi de ce qui s'est passé depuis l'intervention russe il y a maintenant 2 mois et demi en Syrie. Donc Gérald, je te laisse te présenter et expliquer comment les Russes ont vu ça depuis la fin de l'Union soviétique avec Brejnev et l'Afghanistan jusqu'à cet après-midi, comme dit Poutine, le coup de poignard dans le dos du complice des terroristes qui ne restera pas sans conséquences, a dit Poutine, et il a même évoqué quelle elle pouvait être, et notamment sur les relations entre les Russes et les Turcs, nos fidèles alliés dans l'OTAN notamment, et qui ont fait la démonstration de pour qui rouler. Bonsoir. Premièrement, je n'étais pas vraiment prêt pour discuter ce soir parce que j'ai une intervention. Donc, les autres messieurs ont beaucoup expliqué, donc je ne vais pas vous raconter la même histoire. Par rapport à la Turquie, je pense que la Turquie est très très significatif du point de vue géopolitique pour les Américains. Pour ce siècle, les Américains ont envisagé que la Turquie et la Pologne soient 2 alliés stratégiques pour les États-Unis contre la Russie. Donc la Turquie maintenant est une puissance militaire énorme, qui a même une force militaire qui dépasse les puissances occidentales, sauf qu'ils n'ont pas les puissances nucléaires, bien évidemment. Mais l'armée est énorme et la Turquie est très présente, c'est une puissance maritime qui va jouer un rôle prépondérant dans la région, dans les plans ou la géostratégie américaine contre la Russie. Et je pense les attentes, le coup contre l'avion russe aujourd'hui fait partie de cette stratégie de monter les tensions avec Poutine. Il faut savoir que c'est ouvertement admis dans la presse occidentale, française, allemande, irlandaise, britannique, etc., que l'État islamique est soutenu par le chef de renseignement turc. Il est même nommé, Hakan Fidan, il est nommé. Il y a eu même un article dans Le Point récemment sur cet homme qui ouvertement soutient l'État islamique. Donc un membre de l'OTAN soutient l'État islamique. Donc si on applique la logique d'Aristote, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'OTAN soutient l'État islamique. Mais ils nous prennent pour des cons. On ne peut pas faire ça. Donc 2 plus 2, c'est 5. Voilà, donc... Ils n'ont pas forcément tort de nous prendre pour des cons. On ne peut pas dire ça. Donc, bien évidemment, l'OTAN est derrière l'État islamique. C'était admis par le chef de Defense Intelligence Agency récemment sur Al Jazeera que oui, bon, ils n'ont rien fait pour empêcher l'émergence de cette armée d'occupation qui s'appelle l'État islamique. Donc la destruction de l'Union soviétique, ça commence avec les réformes de Khrushchev. On assiste à 30 ans de décadence et désagrégation de l'Union soviétique, au point où il n'était plus capable de se défendre contre les Américains. Le grand stratège américain Zbigniew Brzezinski, il a joué les cartes d'Al-Qaïda, qui est la base de données des terroristes utilisée par les Américains. Quand ils ont perdu la guerre froide, à cause de leur idéologie, c'était parce que c'était à l'époque un capitalisme de l'État qui ne défendait rien du tout. Tous les pays de l'extérieur étaient inféodés. Ce n'était plus de prolétarisme international des années 30, 40, 50, etc. Quand l'Union soviétique s'effondrait, il y a eu un génocide en fait. Il y a eu plus que 8 millions de personnes c'était considéré un génocide parce que 8 millions de personnes qui ont trouvé la mort par cause de la famine. Il y a eu une famine énorme, surtout en Sibérie. Et il y a eu un grand groupe d'oligarches qui sont bien aimés ici. Des gens comme Khodorkovsky, des gens comme Buzinski, Berezovsky, qui étaient fêtés comme des victimes des droits de l'homme quand ils étaient ciblés par l'État. Pour corruption, pour énormément de choses. Il y a eu un tout petit nombre qui gouvernait le pays et qui a réprimé les Russes pendant une décennie, alors qu'à l'époque, la Russie
on s'est moqué de la Russie, parce que bon, la Russie c'était la corruption, en même temps on aimait bien la Russie, c'était gentil quand même, parce qu'ils étaient avec nous. Donc, on voyait Bill Clinton s'est marié avec Yeltsin qui était sous, hein, il était sous, ivre, il n'était pas capable, mais c'est exactement ce que les Américains voulaient. Donc les Russes ont eu marre à la fin. Berezovsky a joué la carte de Poutine au début. Il a pensé que peut-être Poutine va travailler pour nous, c'est-à-dire l'oligarchie. Et puis une fois au pouvoir, Poutine il a basculé de l'autre côté, il a réaffirmé le pouvoir de l'État. Donc à ce moment-là, vous avez la reconstruction de la Russie. C'est à ce moment-là que Poutine devient l'ennemi de l'humanité. Le méchant. Le méchant, etc. Parce qu'il affirme la fierté russe. C'est un bourgeois nationaliste, patriotique. C'est exactement ce que les Russes voulaient à l'époque. Et donc vous avez une panoplie des ONG financées par les Américains qui sont appelées l'opposition. Donc ils n'ont pas de projet, aucun projet, rien du tout. Vous avez une panoplie des activistes droits de l'hommisme. Le maladie qui s'appelle le droit de l'hommisme, c'est extrêmement grave. Vous avez Amnesty International qui sont très complices dans les crimes de guerre. C'est eux qui ont lancé la guerre médiatique contre la Libye en 2011 avec le racisme. Ils ont joué les cartes racistes à l'époque, disant qu'il y avait des mercenaires noirs, des mercenaires africains. Sauf que la Libye se trouve en Afrique. Bon, ils ne regardent pas la géographie, Amnesty International. Les mercenaires, il y avait des Africains en Libye. Donc ils ont, vous avez les droits de l'hommistes, donc les organisations de droits de l'hommistes financées par les Américains, par le National Endowment for Democracy. Le National Endowment for Democracy, c'est une institution qui soutient l'opposition partout dans le monde, où il y a un gouvernement digne de ce nom, où il y a un gouvernement qui sert les intérêts de son peuple. Actuellement, ils sont en Burundi. Il y a un petit État en Burundi qui s'appelle Nkurunziza. Il y a une panoplie d'ONG américains contre lui maintenant. Déstabilisation du pays. La France, Belgique, les États-Unis. C'est un pays qui n'invite personne. Voilà, donc ça se passe partout en Afrique maintenant. En Russie, ils ont reconstruit le pays. Et puis, après, vous avez, bien évidemment, vous avez déjà évoqué la guerre en Tchétchénie, où le CIA, et c'était ouvertement admis par Poutine lui-même, que le CIA soutenait les djihadistes là-bas. Ils étaient, voilà, bon, il y a une tentative d'extraire la Tchétchénie. Vous avez le Caucase qui est très très important du point de vue stratégique parce que la mer Caspienne a beaucoup de gaz, donc il y a beaucoup de pipelines. Et le projet de la Russie, c'est de fournir l'Europe avec le gaz. Et la géostratégie américaine vise la division d'Europe, de mer de Balte jusqu'à la mer Noire et jusqu'à la Méditerranée de l'Est. C'est-à-dire, les Américains veulent créer un intermarium, c'est-à-dire une militarisation de l'Est. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État néo-fasciste, néo-nazi en Ukraine, et pour diviser l'Europe, parce qu'ils savent que dans la géopolitique classique, l'Allemagne a besoin de l'Eurasie. L'Allemagne ne peut plus vendre des produits ici parce que nous sommes tous au chômage. Personne ne va acheter un Mercedes ici. Donc il n'y a que les Chinois qui vont acheter des trucs comme ça. Et donc les Allemands, ils ne peuvent plus vendre ici. Parce que bon, on était à l'Allemagne, donc l'Europe c'est fini. Donc, maintenant, ils regardent l'Eurasie, l'Union eurasiatique pour leurs produits. Donc c'est la Chine, la Russie. Ils ont investi énormément en Chine, et bien évidemment en Russie, ils veulent l'Iran aussi. Et puis, on a besoin de gaz, donc il y a un pipeline au nord, le Nord Stream, et il y a le South Stream aussi. Nord Stream, c'est entre la Russie et l'Allemagne, ça passe à travers la Scandinavie, donc vous avez la Finlande, la Suède qui sont impliqués dans ça aussi. Et les Américains ne sont pas du tout contents avec ça, parce que si l'Allemagne technique avancée se marie avec la Russie, avec beaucoup de ressources naturelles, c'est la fin de domination américaine du monde, parce que l'Allemagne, c'est-à-dire l'Europe, et la Russie, vous allez avoir une alliance de Paris, Berlin, Moscou.
Donc c'est les fins de l'hégémonie américaine, l'influence américaine sur l'Europe. Donc l'Europe est vraiment contrôlée et occupée par les États-Unis. Il y a plus de, je ne sais pas combien de mille, il y a des chiffres qui varient, mais il y a des milliers, il y a je pense que 100 000 soldats américains en Allemagne. Donc c'est un pays qui n'a jamais signé un traité de paix avec l'Alliance occidentale. Donc l'Allemagne, même comme puissance économique, politiquement, n'a aucune voix. Et la crise migratoire qui nous sommes en train de voir, il y a plusieurs causes. Il y a la démographie. Donc bien évidemment, vous avez une différence énorme entre les démographies européennes, l'Allemagne par exemple, un déficit démographique énorme et très important. En même temps, vous assistons à une explosion de la jeunesse en Afrique du Nord. C'était très bien analysé par un sociologue allemand récemment, il y a 10 ans en fait, qui s'appelle Gunnar Heinzold. Il a écrit un livre en allemand à l'époque, il disait qu'on va avoir ce problème même démographiquement, mis à part de la guerre. En plus, vous avez les guerres, c'est-à-dire que ce que Kadhafi faisait, c'est qu'il naturalisait les gens qui venaient en Libye. Les gens venaient en Libye et Kadhafi encourageait la repopulation de la Libye, parce que la Libye était énorme, c'était pas trop peuplé et très riche. Et on avait une société démocratique, il faut savoir que quand on parle de la Libye n'était pas une dictature, c'était une démocratie directe. On avait un pays démocratique et multiculturel, multiracial, il n'y avait pas de problème. Les Occidentaux ne voulaient pas ça. Surtout pas les Américains. Donc, si vous lisez le livre de grand stratège américain qui s'appelle Thomas P. M. Barnett, c'était le numéro 1 stratège du Pentagone. Maintenant, il travaille pour une entreprise privée en Israël qui s'appelle Wikistrat, qui est vraiment la base de données d'idées pour la colonisation de l'Afrique, qui s'appelle Africom. Le projet a un projet de recolonisation de l'Afrique qui s'appelle Africom, le commandement de l'Afrique. Et le siège de l'Africom, c'est à Stuttgart. Ils pensent peut-être le remettre maintenant en Libye. Barnett, par exemple, a décrit dans ses deux livres, sur les grandes stratégies américaines, qu'il fallait, au XXe siècle, on va avoir trois puissances. On va avoir les États-Unis, la Chine et l'Inde. La Russie et l'Europe, fini. C'est pour lui, il n'y a pas d'avenir. L'Europe va s'effondrer avec l'immigration. Et la Russie, il y a un déficit démographique, etc. En même temps. Donc pour lui, il faut en fait transporter la population africaine parce qu'on va coloniser l'Afrique. Donc les Américains aussi, ils ont besoin de ressources. Donc on ne peut pas avoir, si par exemple en Afrique il y avait une croissance démographique et beaucoup de chômage, on aurait eu problème de renversement de régime. Pendant longtemps, Ben Ali travaillait pour les Occidentaux. On était plus ou moins content avec lui. En même temps, c'était on dirait, nationaliste, c'est-à-dire laïque, donc il aurait eu un problème énorme démographique. Donc maintenant, on renverse l'État. C'est-à-dire qu'on remplace l'État avec le chaos. Il n'y a pas de projet de changement de régime, forcément. Et donc, en Afrique, tous les leaders forts, disons-nous, qui ont été mis en place, ou plus ou moins par les Américains et les Français, sont en train d'être balayés. Et on le remplace avec le chaos. Donc maintenant, on a un système d'inondation de gens. Et beaucoup de ces bateaux sont payés par les agences américaines, les ONG américaines. Donc c'est une migration coercitive, c'est une stratégie militaire qui est en train de se passer en Europe. Et là, il y a beaucoup de confusion idéologique. Parce que dès qu'on parle des problèmes d'immigration, on pense qu'on est de l'extrême droite, Marine Le Pen, etc. Marine Le Pen ne parle pas de ça. C'est donc parce que il y a les politiquement corrects, on ne peut pas parler. Là, on assiste à une stratégie militaire. Donc les migrants sont des victimes de cette stratégie. Sauf que il y a à l'intérieur, bien évidemment, l'État islamique. L'État islamique, comme j'ai dit, que ce sont des mercenaires, des atouts de renseignement militaire, on ne sait pas quoi, et parfois ils ne sont même pas wahhabisés. On a la wahhabisation, bien évidemment, par nos amis au Moyen-Orient.
les États du Golfe. Donc cette vague d'immigration, c'est pas l'immigration normale, maintenant on assiste à une stratégie militaire où vous avez une panoplie d'ONG. Les acteurs de ces ONG, normalement en Allemagne, vous avez beaucoup de jeunes. On assiste à une énorme manipulation des jeunes. Aux États-Unis, on l'appelle l'industrie de jeunesse, l'industrie de la jeunesse. Il y a 2-3 ans, il y a eu une réunion aux États-Unis sur l'industrie de la jeunesse, comment manipuler les jeunes. Voilà, on a vu ça pendant le printemps arabe, comme par exemple, j'ai lisé des articles dans Libération. Ils sont juste comme nous, voilà, ils ont des converses, voilà, ils veulent être comme nous, ils veulent sortir le week-end. On manipule les jeunes, c'est-à-dire vous voulez être comme les Occidentaux, avoir les libertés, etc. Donc, on fait la même chose ici parce qu'il y a des comptes Twitter qui ont été créés pour attirer les migrants vers l'Allemagne spécifiquement. Et tous ces comptes ont été créés en Angleterre, aux États-Unis et en Australie. Donc, si vous avez lu Orwell, c'est un peu l'Océanie contre l'Eurasie. Et en fait, on assiste à un énorme problème là, parce qu'en fait, il y a des Allemands qui quittent l'Allemagne, il y a des Français qui quittent la France, les Européens qui quittent l'Europe, il y a les migrants qui viennent. Et tout le monde est victime. Donc finalement, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est le vrai problème, ici, dans la crise actuelle. Est-ce que je t'avais proposé de faire très brièvement, un raccourci pour comprendre ce qui se passe du point de vue des Russes, et puisqu'on parle de migrants, je dirais plutôt, c'est pour ça que j'avais mis ça sur l'affiche, de déplacement de population, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, avec une stratégie derrière, c'est du chaos. Mais pour en revenir à donc l'actualité brûlante, il y a eu un avion abattu, donc le chaos se répand à très grande vitesse en ce moment, et donc il devient très chaotique. Mais je voulais juste un élément d'information qui me paraît important pour bien comprendre aussi le point de vue des Russes et comprendre ce qui va peut-être se produire de leur part. C'est le moment, à mon avis, un raccourci entre l'affaire, l'entourloupe de l'ONU en Libye, qui va amener à l'intervention en Syrie. Est-ce que tu peux nous faire un bref aperçu de la logique de ces événements, comment ça se passe du point de vue des Russes par rapport au coup foireux de l'impérialisme américain et de ses zélés assistants français, anglais et d'une manière générale européens? Je pense qu'en fait, la stratégie est très claire. On est encore dans la stratégie de Brzezinski, comme les écrivains ont écouvé. Ils ont une fois utilisé des terroristes comme Belhaj, qui étaient accusés de l'attentat de Madrid en 2004 par le Premier ministre espagnol. Il était sur les kiosques récemment, hein. Il n'y avait plus de barbe, il était en cravate, tout ça. Il était représenté comme peut-être un leader futur de la Libye. C'était sur le kiosque, je l'ai photographié, parce qu'il faut le faire, parce que parfois on se demande, on prend les photos juste pour s'assurer que c'est vrai. Mais c'est fait. Donc, on a créé des terroristes en Syrie, en Libye, et puis ils étaient transférés, bien évidemment, en Syrie. Une fois l'État syrien tombé, s'ils arrivent à tomber Assad, qui est un président d'ailleurs. Excuse-moi, je voulais juste insister sur la méthode qui explique un petit peu l'intervention russe, c'est-à-dire que les Russes vont avaler une entourloupe énorme qui va s'appeler l'interdiction de survol. Mais ils vont s'apercevoir que tout de suite derrière, ça va être une autorisation d'aller bombarder et faire la guerre en Libye. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Le côté humanitaire. Le côté humanitaire, mais surtout le point de vue du droit international. C'est-à-dire qu'il y a une résolution qu'ils vont signer, qui donne autorisation, avec la Ligue arabe y compris, qui donne autorisation de produire une interdiction de survol. Je dirais que c'est important parce qu'il faut comprendre, il faut savoir que juste avant l'intervention russe, en Syrie, il était question de mettre en place une interdiction de survol dans l'endroit précisément où ils viennent d'abattre aujourd'hui un avion russe qui, comme c'est établi, n'était pas du tout en Turquie en plus, c'était bien en Syrie. Donc c'est la logique qui va amener
d'un point de vue stratégique, et y compris militaire, les Russes, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais si tu veux, tu peux téléviser. Une information. Hier, Madame Clinton, dans le débat qu'elle anime actuellement pour être candidate à la présidence, elle dévoile, dans chaque meeting, comme c'est d'habitude, elle dévoile un petit peu ses intentions. Hier, elle a dit, si je suis le président des États-Unis, la première chose que je ferai pour régler le problème syrien, c'est d'instaurer des zones d'interdiction aérienne et de créer dans le nord de Syrie une poche pour accueillir les immigrés afin de soulager l'Europe. Mais en fait, le projet de zone d'interdiction aérienne, ils l'ont appliqué en Irak. C'est là où ils ont coupé l'Irak en 3 morceaux, où il ne peut plus jamais trouver son unité. Si on peut en revenir, donc les Russes, à juste titre, vont considérer que c'est quand même une énorme imposture à ce moment-là, et il semble bien quand même que ça fait partie des éléments qui ont décidé l'intervention au moment où ils avaient de bonnes raisons de penser qu'on préparait le même coup en Syrie. Est-ce que tu peux éventuellement développer ça? Et à partir de ce qui s'est passé là, ces temps-ci, est-ce que tu peux faire un commentaire sur la manière dont les Russes peuvent envisager les perspectives d'avenir, sachant que la menace là, de chaos généralisé devient extrêmement forte, avec une implication militaire très inquiétante. Oui, il faut comprendre que pour la Russie, il y a le problème est vraiment à l'intérieur aussi. Vous avez le Caucase, vous avez l'islamisation, radicalisation, wahhabisation, ce que j'appelle wahhabisation, parce que il ne faut pas confondre les deux. Des wahhabisations des musulmans à l'intérieur de la Russie. Et si le chaos continue, c'est-à-dire que si les Occidentaux arrivent à détruire l'État syrien, vous allez avoir une radicalisation. Bon, le guerre va continuer vers l'Asie centrale. L'Asie centrale est vraiment dans l'échiquier de Brzezinski comme étant le plus important du point de vue des ressources. Donc, Ouzbékistan, des pays pas trop bien connus. Et en fait, et le Caucase, bien évidemment. Donc, vous avez beaucoup d'Istan en Russie. Ce qui, le peur de la Russie aussi, c'est de faire tomber la Fédération russe. Donc, les Américains sont en train de... Ils ont un plan de déstabiliser la Russie même. Il faudrait que la Russie, comme grand pays unifié, soit divisée en différentes parties. Donc, vous allez avoir beaucoup de déstabilisation de la Russie et bien évidemment l'Asie centrale. Et puis vous avez la Chine, Xinjiang, la province de Xinjiang en Chine, où vous avez des Ouïghours. Le congrès international des Ouïghours se trouve à Washington. Et la femme, dont le nom m'échappe maintenant, qui est la femme qui était parlementaire chinoise, mais maintenant il y a des livres en français ici sur elle, droits de l'homme, etc., un grand champion des droits de l'homme. Elle est très proche du gouvernement américain. Donc c'est la même stratégie pour la Chine, diviser la Chine. Comme Tibet. Tibet a toujours été, le Dalai Lama a toujours travaillé pour le CIA depuis les années 50. Il est même révélé par la presse américaine il y a plus que 10 ans. Il gagne, je pense, 200 000 $ chaque an pour ses activités. Donc le plan occidental pour la Chine, la Russie, c'est de diviser ces deux pays. Donc si ça arrive à faire ça en Syrie, ça va continuer vers l'Iran, parce qu'en Iran, vous avez aussi une déstabilisation. Vous avez des Kurdes en Iran qui se sont soulevés récemment. Et là, il y a un énorme problème en Iran. Azerbaïdjan, c'est un pays qui collabore avec les États-Unis, ils sont très amicaux, et en même temps, les États-Unis ont menacé de faire la même chose que récemment qu'en Ukraine, c'est-à-dire un autre Maïdan en Azerbaïdjan. Donc, c'est-à-dire que s'ils arrivent en Syrie, on va assister à une guerre mondiale, en fait. Mais c'est plutôt la mondialisation de la guerre plutôt que peut-être du chaos. Le chaos. C'est-à-dire mondialisation du terrorisme. Et ça va continuer jusqu'à... Bon, ça va englober, en fait, toute l'Eurasie.
Et l'Afrique, ben, c'est déjà le cas en Afrique. Si vous regardez toutes les guerres civiles, ce qu'on appelle guerre civile, il n'y a pas vraiment de guerre civile dans ces pays. Il y a l'ingérence militaire occidentale. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. Et, par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, moi ce que je lis, c'est que c'est monter la tension avec les Russes et essayer d'empêcher le projet russe qui veut cibler et détruire l'État islamique. Je pense que ce n'est que ça. Et après, il y a un autre problème qui est même plus complexe, c'est les Kurdes. Parce que les Kurdes, bien évidemment, ils ont eu un mouvement très progressiste pendant des années et des années. Il faut savoir que l'Israël et les États-Unis, Israël veut avoir un partenaire géopolitique dans la région. Ce qu'ils ont pensé que ça pourrait être le Kurdistan. Donc, vous avez déjà le Kurdistan d'Irak, qui est un partenaire d'Israël. Vous avez un pipeline entre Mossoul et Haïfa, en Israël. C'était une des raisons pour la guerre en Irak. Quand on parlait des Américains, c'était le lobby d'Israël aux États-Unis qui a créé la guerre en Irak. Parce que les entreprises américaines, à l'époque, ne voulaient pas forcément la guerre. Hein. On va peut-être arriver à une conclusion, donc parce que le temps file, je te remercie. Donc c'est très pour tout résumer, c'est essayer de résumer le chaos. Bon, on ne peut que le décrire un peu et dire après c'est le chaos. On ne peut pas dire qu'est-ce qui va se passer, c'est juste voilà. Oui. En fait, bon, on a passé rapidement sur un certain nombre d'aspects, parce que c'est un sujet extrêmement riche qui mérite beaucoup de détails. On n'a pas le temps malheureusement. En parlant des conséquences sur l'Iran ou les autres pays, c'est que la population du Moyen-Orient, c'est une population composée de multitudes d'ethnies et de cultures. Et l'effondrement de l'Irak et de la Syrie, il va conduire inévitablement à l'effondrement de l'Iran. L'Iran, il a plus de nationalités et de communautés confessionnelles et religieuses. La Turquie elle-même, elle est menacée parce qu'elle est constituée à côté des Kurdes, il y a une multitude de communautés. Toutes ces communautés, ils sont liées entre elles sur l'ensemble du Moyen-Orient. Les sunnites irakiens qui ont donné un petit peu dans leur région naissance à Daesh, et ils sont un petit peu partout. Si on prive les sunnites de leur part de pétrole en Irak, ben, ils ont le soutien de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie, des pays du Golfe, de l'Inde, et puis de la Turquie, sur des bases confessionnelles. Ce que l'impérialisme moderne a réussi à faire, c'est qu'il a substitué aux luttes de classe et aux luttes de libération une guerre entre ethnies et communautés. Et ils sont allés plus loin, ils sont en train de participer aux naissances de tribalisme dans cette région. On va avoir des principautés tribales, des principautés pétrolières, si les grandes puissances ne s'engagent pas sincèrement dans une recherche d'une solution pour la région. Nous sommes malheureusement conduits vers une confrontation très dangereuse pour l'Europe, mais pour le monde aussi. Alors, peut-être un dernier mot, je vais te faire violence, mais vu l'heure, pour Jean-Pierre qui nous a donné les origines européennes du chaos, et puisque maintenant le chaos est réimporté plutôt qu'exporté chez nous, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire en quelques mots avant qu'on puisse se restaurer? Non, je vais en dire simplement une chose. Je viens d'apprendre donc qu'il y a eu un attentat à Roubaix. Oui, c'est Jérémy. Bien, je ne sais pas dans quelles conditions, j'en sais pas plus que cette phrase. Justement, si on va chercher dans l'histoire récente, il y a eu en France un phénomène de gangstérisme très violent qui s'appelait le gang de Roubaix. Qui étaient les deux vedettes, si je peux dire, criminels de ce gang de Roubaix?
C'était en fait des Français convertis, pas d'origine du tout arabe, qui avaient participé activement à la guerre en Bosnie. Autrement dit, c'était d'anciens terroristes. Et on les retrouve après. Ils étaient pour la bonne cause, puis c'était des combattants de la liberté. Voilà. Ils se battaient contre les méchants Serbes. C'est très curieux, donc on retrouve les deux gars, alors ils ont eu leur nom tout de même dans les journaux, à la tête du gang de Roubaix qui a fait je ne sais pas combien de morts, c'était des... Voilà, alors, je veux dire, c'est une association d'idées, on me dit Roubaix, terrorisme, immédiatement, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ouais. C'est-à-dire finalement, on peut avoir une criminalité transfrontière. C'est un braquage, ouais. Aux dernières nouvelles, c'est un braquage. C'est des gangsters, oui, mais mortel. Ah oui, oui. Mortel. Oui. Ah ben oui, quand je dis gangster, c'est pas des non-violents. Ton exemple est bon, ce n'est pas un attentat, donc c'est du simple. Ah non, j'ai parlé le gang de Roubaix. Hein, le gang de Roubaix. Donc... Ça, les médias l'avaient appelé comme ça. Ce qui était curieux, c'était que les deux vedettes, les deux stars, étaient des gars qui avaient participé activement à la guerre en Bosnie, dans le fameux bataillon dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Mouraïdine. C'est-à-dire qu'ils étaient aux côtés aussi de gens qui venaient d'Arabie Saoudite ou de Tchétchénie et ailleurs. Alors je veux dire par là qu'en fait, on a puisqu'on parlait tu as dit tout à l'heure qu'il y avait une tendance aussi à la criminalisation au sens propre du terme, c'est-à-dire comme ce qui se passe au Mexique, c'est-à-dire que ça devient des trafiquants. Disons que la religion peut parfois jouer un rôle très secondaire dans cette affaire. Hein, donc voilà, alors c'est ça que j'évoque, c'est qu'en fait c'est un état, plutôt que de chaos, je parle de décomposition généralisée, qui malheureusement, en ce qui concerne les pays, l'Europe est déjà minée par les contradictions propres à, comment dirais-je, la politique d'austérité. Il faut bien dire que les gens ne savent plus où se mettre maintenant. Quand on dit ils vont voter Marine Le Pen pour régler les comptes, il ne faut pas trop d'illusions. Mais ce qui est très dommage, c'est que cette décomposition, je reviens à ce que je dis au départ, cette décomposition, j'allais dire sociale, économique, de chaos, en face, dans ce qui était la gauche est elle-même tellement décomposée, la gauche officielle. Ou même non officielle d'ailleurs. Même non officielle, oui, pas seulement la gauche dite radicale. Oui, ce que j'appelle la deuxième droite, donc elle est à droite, pour moi, la gauche au pouvoir. Et disons, la gauche dite radicale est elle-même décomposée dans le sociétal, dans un repli narcissique, égocentrique, égologique, comme je dis, c'est moi, donc mon cul, ma gueule et mon nombril, et ils vont se retrouver aussi avec des attentats où ils ne comprendront rien, et peut-être ils se jetteront à leur tour dans les bras du Sauveur suprême qui viendra. Hélas, mais enfin... Je veux juste ajouter un truc sur la gauche, ce qu'on appelle la gauche. Moi je dirais, je blâme la gauche pour tout ça, pour tout ce qui se passe en fait. Ils sont des alliés objectifs de l'impérialisme. Ils sont des pires, pour faire du progrès. Cette gauche-là, précisons. La gauche, pour ce qui s'appelle la gauche européenne. Ceux qui s'autoproclament de gauche dans le champ médiatique et politique aujourd'hui. Cette politique de gauchisme. Ça fait longtemps, mais là c'est pas les gauchistes. Petits bourgeois, écolo, bobo. C'est autre chose encore cela. Ce sont eux vraiment l'allié objectif de l'impérialisme. Parce qu'ils empêchent tout débat, ils empêchent toute analyse. Et on ne peut pas faire de progrès parce qu'ils ne sont pas prêts à regarder des choses scientifiquement. Ils se cachent derrière leurs petits slogans, etc. Et qui servent à faire une couverture pour l'impérialisme. Et je m'en souviens pendant le printemps arabe. Moi, j'étais contre le printemps arabe depuis le début. J'ai dénoncé les manipulations des jeunesses. Je savais que les ONG étaient sur place. Et personne n'en parlait à l'époque. Au printemps arabe, ils ont bien adoré le printemps arabe parce que c'était des jeunes arabes qui se sont fait tuer. Et eux, ils n'avaient pas le courage de le faire. C'est ça. Et maintenant, ils ont Le Pen. C'est ça leur problème. Et maintenant, ils ont Marine Le Pen. Donc, on va conclure provisoirement là-dessus, en remerciant d'abord nos trois intervenants et évidemment.